Le 4 quarts politique. Shlomo Malka. Le 4 quarts politique de la semaine, le magazine hebdomadaire sur Radio J qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir la vie politique de la semaine. Pour nous apporter cet autre éclairage, nous avons avec nous en visio Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à Paris, avec lequel nous parlerons d'une réforme qui déchaîne les passions, la réforme de la justice en Israël. Avec nous également Jonathan Ayoun, auteur, réalisateur et essayiste, qui a notamment réalisé la série documentaire Histoire de l'antisémitisme avec Judith Cohen-Solal. Et avec nous Aline Lebaï-Kremer, LCI et Stand with Ukraine. Yehuda Lankri, bonjour. Bonjour Shlomo, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Vous avez été ambassadeur d'Israël en France, vous avez été également ambassadeur à New York, vous avez servi aux plus hautes fonctions et on a envie de vous entendre aujourd'hui, entendre votre analyse sur ce qui se passe. Et je voudrais commencer naïvement par vous demander, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce qui se passe ? Monsieur le journaliste, c'est un vaste sujet qui nous préoccupe en Israël. Il y a un véritable choc politico-idéologique qui se déroule à l'heure actuelle en Israël entre deux visions du monde catégoriquement opposées. Il y a d'un côté les réformateurs, de l'autre côté, ceux qui s'opposent à la réforme, et nous sommes pris dans une espèce de tension dialectique qui devrait nous mener vers, je l'espère beaucoup, c'est là où Israël pourra s'en tirer avec le moindre mal, vers une région médiane, une région de conciliation de ces pôles contradictoires. Comme le disait si bien dans les temps antiques, dans le temps des Tanaïm, Rabbi Ishmael, qui, parlant de l'herméneutique de la Torah et des 13 modalités d'interprétation de la Torah, termine son exposé sur cette sentence tout à fait extraordinaire et qui a tant d'emprise à l'heure actuelle en Israël sur notre situation. Rabbi Ishmael dit, lorsque deux écrits, deux édits de Paul sont en contradiction, survient le troisième qui tranchera entre eux. Donc nous sommes plus ou moins à cette phase de contestation, de protestation des anti-réformateurs, une course effrénée, un zèle un peu excessif de la part des forcenés de la réforme. Et surgit le président de l'État d'Israël, salutairement, qui il y a quelques jours s'adresse à la nation, s'adresse aux partisans de la réforme, aux opposants de la réforme, en suggérant, à partir d'une proposition en 5 mesures, une possibilité de conciliation de ces contraires. Et je pense qu'il y a là effectivement une occasion pour les uns et les autres de passer de la confrontation à la concertation. Mais comment vous expliquez cette soudaine montée en puissance, cette polarisation très forte qu'il y a entre l'opposition et la coalition, plus largement entre religieux et laïcs, entre tenants de l'indépendance de la Cour suprême et ceux qui souhaitent réformer le pouvoir judiciaire et donner davantage à l'exécutif? Pourquoi soudain ça a pris cette forme-là et cette tension extrême? Bon, il faut d'abord remarquer que de façon permanente, depuis bien longtemps, une tension perdurait entre le système juridique israélien, notamment la Cour suprême, et les partis religieux, notamment les partis ultra-orthodoxes. Dans certaines régions du Likoud aussi, qui étaient quand même plus modérées dans son approche à l'égard de la Cour suprême, si l'on évoque Menachem Begin,
qui en était un adorateur, pour ainsi dire. Il ne s'est jamais opposé à la Cour suprême israélienne. Au contraire, il s'est toujours exprimé en faveur de la suprématie de la justice par rapport aux politiques. La justice, disait-il, devrait transcender le politique. Alors, ses successeurs ne sont pas peut-être du même avis, encore qu'il faille constater que M. Netanyahou, déjà il y a 10 ans, consolidait la Cour suprême de justice en Israël autour de certaines lois qui devaient être proposées à la Knesset et qu'il a éliminées carrément. Donc, il y a de façon permanente une tension entre les partis religieux et la Cour suprême en Israël. Ensuite, on ne peut pas évidemment ne pas réfléchir et évoquer les motivations personnelles dont certaines ressemblent à un règlement de compte. Là, si on prend le cas Netanyahou, qui a été soumis à différentes apparitions devant les tribunaux israéliens, il y a là une motivation politique inavouée, mais profonde. Son bras exécutif, c'est le ministre de la Justice, auquel il a confié ce dossier, mais on peut dire qu'il y a à la fois, même chose, du côté de Aryeh Deri, le ministre et chef du Chasse, l'ancien ministre, il faut dire, président du Chasse, qui lui aussi a eu maille à partir avec la justice israélienne, donc ça ne manque pas de motivation personnelle qui ressemble, même si c'est inavoué, à un règlement de compte avec la justice israélienne. Alors, il y a une volonté de changer les équilibres et de modifier le statu quo en vigueur depuis pratiquement depuis la création de l'État d'Israël, mais on a aussi, Yehuda Lankri, remis en cause le mode de nomination des juges. On a aussi fait valoir le peu de représentativité, par exemple, du Second Israël, ce qu'on appelle le Second Israël, dans la magistrature et notamment dans la Cour suprême. Est-ce que c'est la réalité pour vous? Bien sûr, ça reflète une partie de la réalité. Même les opposants les plus farouches à cette réforme judiciaire. Je prends pour exemple Ehud Barak, qui avec des arguments tout à fait prégnants, ainsi que des armes rhétoriques très brillantes, lui aussi parle de la nécessité de certaines modifications, de certains changements à apporter au système juridique israélien et à la Cour suprême. Mais il ne dit pas lesquels. C'est là le problème. C'est-à-dire que même ceux qui reconnaissent qu'il y a effectivement matière à reconsidérer ce pouvoir excessif de la Cour suprême par rapport aux politiques ne présentent aucune solution concrète. L'occasion leur est ainsi fournie avec cette zone médiane que vient de dessiner le président de l'État et les 5 propositions. Ils peuvent évidemment en ajouter celles qui leur paraissent utiles, mais effectivement, il y a un problème. Je pense que l'époque de Aaron Barak, qui était considéré comme un brillant juriste, peut-être le plus brillant de sa génération, est allé trop loin dans l'octroi des outils judiciaires pour justement dominer le politique. Donc c'est un point qu'il faudrait prendre en considération. Il n'est pas inventé, il n'est pas imaginaire, il est là. Et il faut d'un côté peut-être freiner cet élan un peu dévastateur qui s'annonce au niveau de la justice, mais également ouvrir cette justice à un réexamen et à une révision. Alors, quant au sujet du peu de Mizrahim, d'orientaux dans la Cour suprême, ça reflète l'image que l'on connaît, la réalité plutôt que l'image que l'on connaît dans d'autres sphères de la société israélienne. Prenez l'université, l'académie, etc. Vous retrouverez à peu près les mêmes projections, mais il faut reconnaître que
on avance dans le temps, on avance aussi en la matière, de même qu'il y a beaucoup plus d'officiers supérieurs à Tzahal, il y a beaucoup plus de professeurs à l'université, beaucoup plus d'étudiants à l'université en Israël, et je pense que il faudrait ouvrir la magistrature à davantage de représentants du second Israël. Alors, le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, a fait des propositions pour sortir de cette polarisation dont vous parlez. Est-ce qu'il était dans son rôle? Il était parfaitement dans son rôle. Je pense que là-dessus, il était, à mes yeux, impeccable. On n'a rien à lui reprocher. Au contraire, il y avait une attente certaine quant à une intervention du chef de l'État. D'aucuns, d'ailleurs, lui ont reproché qu'il s'y est mis un peu tardivement. Mais je pense qu'il était absolument dans son rôle. Il ne s'est pas immiscé dans la politique politicienne, mais plutôt en regardant la situation en Israël qui prenait des allures et qui prend toujours des allures inquiétantes, quand la dissension est vivace entre les uns et les autres. Il a considéré qu'il était utile qu'il fasse entendre sa voix, et non seulement sa voix, mais aussi qu'il propose une démarche à suivre. C'est une proposition, on n'est pas obligé de l'accepter intégralement, mais elle est digne de considération. Il y a eu d'anciens collègues à vous, anciennement en poste à Paris, qui ont signé des pétitions, Daniel Sheikh, Eddie Barnavi, Nissim Zvili aussi. Vous avez été parmi les signataires de cette pétition contre la visée d'orienter différemment, de modifier profondément même la justice et le pouvoir judiciaire. Alors honnêtement, je n'ai même pas été consulté. Et je remercie mes amis de ne m'avoir pas consulté là-dessus. Donc ça m'a évité un dilemme. Mais comme je pense que vous pouvez le ressentir, je ne participe ni de cette course effrénée à la réforme, ni de l'alarmisme de la contre-réforme. Je suis un homme du milieu. Je pense que je l'ai toujours été, et c'est pour ça que si je devais appuyer quelque démarche que ce soit à l'heure actuelle, c'est celle que stipule le président Herzog. Et on annonce que, d'ailleurs, dans certains milieux de la droite, associés à d'autres milieux de la gauche, modérés de part et d'autre, on va organiser des manifestations de soutien au président Herzog. Donc là-dessus, je pourrais m'inscrire. Oui, s'il y a une pétition dans cette orientation, j'y souscrirai. Vous êtes un peu comme le grand rabbin Sirat qui nous a quittés il y a peu et dont on disait que c'était un fanatique de la pondération. On pourrait vous appliquer ce qualificatif. C'est une très belle formulation. C'est l'occasion de vous dire que je regrette le décès du grand rabbin Sirat. Ça m'attriste personnellement profondément. J'ai eu des relations de travail très étroites et très suivies avec lui. Et ces 2 dernières années, je n'ai pas été trop en contact avec lui, mais j'ai pu recevoir le soutien du grand rabbin Sirat lors de mes épreuves personnelles. Et à ce titre, et à un titre plus général, je l'aurai toujours dans mon esprit et dans mon cœur. Donc, fanatique de la pondération, j'y souscris. Alors, lundi soir dernier, on va en parler d'ailleurs, avec Jonathan Ayoun et Aline Lebas-Kremer, il y avait le dîner du CRIF qui accueillait la première ministre Elisabeth Borne, et on a entendu les 2 discours, et notamment Jonathan Arfi, le président du CRIF, qui a dit sa confiance qu'Israël saura trouver les moyens de préserver les institutions de la démocratie. Vous partagez cet optimisme, Yehuda Lankri? Je pense que oui, raisonnablement. Bon, il y a un temps pour la confrontation, mais il y aura un temps pour la concertation. Et on s'acheminera nécessairement, parce qu'Israël n'ira pas à son propre suicide,
on s'acheminera vers la solution qui pourra, sinon satisfaire pleinement les uns et les autres, au moins nous dégager de ce choc entre la justice et la politique. Finalement, on reviendra à ce que disait ce grand homme d'État, ce grand Premier ministre qui était Menachem Begin, à la suprématie de la justice sur le politique, parce que, comme vous le savez, le politique, ce sont les maîtres de l'heure qui changent. La justice est là pour durer, pour des générations, peut-être pour l'éternité. Donc au moment où certains des ennemis d'Israël, comme Nasrallah, pensent que nous ne tiendrons pas jusqu'au 80e anniversaire, c'est-à-dire dans 5 ans, que nous allons imploser, je fais confiance, comme le disait le président du CRIF, à la société israélienne, à ses institutions, pour franchir ce cap pénible. Et on sent qu'il est pénible, parce que lorsque vous êtes dans la rue et que les uns ou les autres vous abordent, il y a comme un sentiment un substrat d'inquiétude, un substrat, je dirais même de désarroi, qui infiltre la réalité israélienne. Alors espérons nous en sortir le plus rapidement possible. Alors, vous évoquiez Nasrallah, et puis je dis au passage, c'est une parenthèse, qu'un document extrêmement bien fait, bourré d'informations sur le Hezbollah, a été diffusé sur Arte. Je pense qu'il est encore disponible en replay. Je ne sais pas si oui. Jonathan Ayoun l'a vu, mais on en parlera tout à l'heure, si vous voulez bien. C'est produit par Marc Berdugo. Mais je voudrais en venir avec vous pour finir sur ce chapitre. Yehuda Lankri, vous connaissez bien Netanyahou, tout le monde sait que c'est un libéral, quelqu'un qui a intégré tout au long de son parcours les valeurs inhérentes à la démocratie, autant aux USA qu'en Israël. Est-ce que, à la fin des fins, un homme orienté de cette manière va accepter d'associer son nom au bas d'un projet de réforme d'une telle ampleur de la justice? J'ai tendance à réellement croire que Netanyahou fera marche arrière. Il a donné le feu vert à son ministre de la Justice pour ce train de réforme. Le président de la commission des lois semble être encore plus radical que le ministre de la Justice. On parle d'ailleurs d'une certaine tension entre M. Netanyahou et M. Levin, qui aurait pour cause justement le fait que Netanyahou est là en train de considérer la situation globale d'Israël, non seulement à partir de sa propre idéologie libérale, mais aussi à partir des réactions qui se font entendre à l'échelle internationale, du côté des Américains. Le président Macron a fait ses observations, d'autres encore. Il est le commandant de bord. C'est lui qui doit en définitive permettre à cette réforme de se déployer ou de l'altérer dans le sens positif. Et je considère que Netanyahou, finalement, fera marche arrière parce qu'il est conscient de la gravité des répercussions à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. L'économie israélienne, localement, internationalement, le statut d'Israël, Israël qui était perçu comme, au niveau de sa justice, comme un État de droit exemplaire. C'est que le prestige qu'Israël a pu accumuler grâce à cette haute cour de justice que nous avons est considérable, qui lui évite bien de situations fâcheuses au niveau du système juridique international. Vous avez entendu parler des problèmes que nous avons, évidemment, vous le savez, avec l'autorité palestinienne, qui essaye de plus en plus de traîner Israël en justice, soit à la Cour internationale de justice, ou même à la Cour pénale internationale. Et c'est parce qu'Israël se base sur un système juridique solide, compétent, crédible, fiable, qui lui fait honneur au niveau de la scène internationale, que nous pouvons éviter des passages très, très délicats de ce niveau.
Un mot sur l'actualité avant de vous dire merci. Un article du Figaro titré cette semaine « La France cherche un successeur à Mahmoud Abbas » et expliqué que l'Élysée a demandé des noms pour envisager la succession du président de l'autorité palestinienne. Ça vous paraît plausible ? On sait qu'il y aura un successeur, ça c'est plausible. Mahmoud Abbas a 88 ans. On l'avait rencontré précisément à Paris il y a quelques années. Il avait alors 82 ans. Et il nous disait, à nous autres ambassadeurs, vous avez nommé certains comme Daniel Sheikh, Zvili, Barnavi. C'était sur l'initiative de la mairesse de Paris, la mairie de Paris qui avait organisé cette rencontre avec Mahmoud Abbas. Il avait reçu à cette occasion la médaille de l'hôtel de ville, mais en marge, nous avons pu le voir et discuter avec lui. Et effectivement, il s'interrogeait s'il allait encore, sur le plan du cumul de l'âge, pouvoir assister à l'émergence d'un État palestinien. Mais c'est dire qu'il se faisait déjà, évidemment, des soucis. C'est évident. Il a 88 ans, il peut aller jusqu'à 90 ou 92, Dieu sait. C'est le seul qui est au gouvernail à ce niveau. Est-ce que l'Élysée doit chercher quelqu'un? Ça me paraît un peu, comment dirais-je, incertain. Il y a plusieurs noms qui circulent, dont d'ailleurs le nom de Nasser El-Kidwa, qui était ambassadeur de l'autorité palestinienne aux Nations Unies. Merci, Monsieur Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à Paris et également à New York. Merci de nous avoir apporté votre éclairage sur l'actualité. On marque une pause et le 4K revient dans un instant. Le 4 quarts politique de la semaine avec Yehuda Lankri, Jonathan Ayoun et Aline Lebaille-Crémer. Jonathan Ayoun, vous êtes l'auteur de ce splendide documentaire diffusé sur Arte, Histoire de l'antisémitisme, qui est devenu un livre de référence et un livre dont on a beaucoup parlé ici. Je rappelle aussi que vous êtes ancien président de l'UEJF, vous avez assisté au dîner du CRIF qui s'est tenu à Paris lundi soir dernier. Vous avez entendu les deux discours du président du CRIF, Jonathan Arfi, et de la première ministre Elisabeth Borne. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces deux discours? C'était des discours qui venaient marquer, non pas une rupture, mais en tout cas un moment très particulier dans l'histoire des discours tenus lors des dîners du CRIF. D'abord celui de Jonathan Arfi, qui sont d'ailleurs chronologiquement venus dans cet ordre-là. Ça faisait longtemps qu'un nouveau président, jeune président, fasse un discours où il démarre en mettant en avant les aspects positifs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça dans un discours du président du CRIF. Donc ça, c'est le premier point. Et pour Elisabeth Borne, cela fait aussi longtemps, voire même peut-être jamais arrivé, qu'un Premier ministre, enfin là, en l'occurrence une Première ministre ou un président de la République, prenne la parole en démarrant par une histoire personnelle. Ce que Elisabeth Borne a fait en parlant de son histoire familiale et des ravages que la Shoah a eu sur l'histoire de ses parents. Sur son père et sur l'ensemble de la famille. Et de fait. Donc, rien que pour ces deux raisons-là, ces discours-là avaient une teneur très particulière. Et puis après, sur le contenu, c'est-à-dire sur la lutte contre l'antisémitisme concrètement, dans les propositions faites, comme vous le demandiez, par la Première ministre, il n'y a rien d'essentiel, enfin, il n'y a rien de nouveau. Confirmer le travail de la DILCRA, le plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme mis en place depuis des années. Elle a annoncé quand même ce plan national contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. C'est un plan qui prolonge celui qui avait été élaboré par Édouard Philippe et qui couvre quand même la période 2023
et 2026, vous qui connaissez bien ce problème, est-ce que Madame Borne a pris la mesure du phénomène, la mesure des problèmes? Non, là, pour le coup, son discours était inscrit, et de fait son action, dans la continuité de la politique de lutte contre le racisme et l'antisémitisme menée dans le précédent mandat. Donc ils ne font que assurer une continuité. La nouveauté, il y en a eu une, et qui pose question et qui interroge, et nous pourrons bien sûr en parler si vous le souhaitez, c'est le fait de permettre, ou en tout cas même d'imposer, que tout collégien ou lycéen aille dans un lieu de mémoire ou un lieu historique au cours de sa scolarité, aille au moins une fois. Au moins une fois. Donc on est sûr qu'entre le 6e et la terminale, un élève de français aura visité un lieu de mémoire ou un lieu d'histoire. Aline, Moi, vous étiez aussi présente. Bien sûr, et je souscris à ce qui vient d'être dit par Jonathan Ayoun. Je retiens aussi que c'est concernant le discours d'Elisabeth Borne, me semble-t-il, ça n'était jamais arrivé, ou par bribes, mais au passage d'une interview aux États-Unis, ou sur un support anglophone, en fait, elle n'avait jamais raconté publiquement son histoire juive. Et c'était quand même impressionnant d'avoir parce que comme tu le dis, c'est pas. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un Premier ministre aussi qui invoque un parcours personnel juif et qui s'inscrit dans un parcours de la Shoah, de mémoire de la Shoah. Donc c'était très impressionnant de voir Elisabeth Borne, qui n'est pas, on ne peut pas dire, la plus expansive du monde et la plus à jouer sur les émotions. C'est quelqu'un de très posé, très carré, qui ne verse pas, en tout cas, dans l'étalement de ses turpitudes personnelles. Donc c'était émouvant de voir cette figure-là, de première ministre une femme donc, expliquer sa tragédie personnelle et son parcours familial lié à Auschwitz tout de même. Et c'était pas rien, je trouve, d'un point de vue politique et d'un point de vue strictement républicain. C'était un beau moment, je trouve, et un moment très fort. Et ça dit quand même, à sa façon, qu'il y a un engagement quand même absolu sur ces questions-là. Et voilà, on va dire, comment le dire, Elisabeth Borne n'est pas une bête de scène politique, c'est pas la tribune non, mais enfin, elle avait trouvé un ton juste. Justement. Oui. Justement, c'est-à-dire que la façon dont elle a amené, et avec la pudeur habituelle qui encadre. D'ailleurs, il y avait eu un petit esclandre à l'Assemblée avec Mathilde Panot il y a plusieurs mois, quand Panot l'avait appelée de rescapée. Il y avait une crispation parce qu'en réalité, cette scène était passée sous les radars, mais elle était extrêmement violente parce que je pense qu'au niveau politique où c'est hissé Mathilde Panot, elle savait forcément, petit 1, le parcours d'Elisabeth Borne, et de 2, ce que représente ce mot. Donc il y avait eu déjà cette confrontation-là, et donc quand Madame la Première ministre vient dire ça au dîner du CRIF dans les mois qui suivent, moi j'ai trouvé à sa façon, connaissant le personnage, que c'était important, que c'était un moment important pour les Juifs de France et pour ce dîner et dans l'histoire des dîners du CRIF. Alors, elle a dit aussi, enfin Elisabeth Borne, c'est important, que le combat contre l'antisémitisme doit dépasser largement les clivages politiques. Qu'est-ce que vous comprenez dans cette phrase ? Eh bien que l'action contre l'antisémitisme que mène le gouvernement devrait être saluée, soutenue par les autres partis politiques. Il y a peut-être cet appel-là à un soutien dans la démarche et doit dépasser les clivages politiques. Peut-être que c'est à cela qu'elle pense, mais il est vrai que la phrase peut étonner parce que dans la période actuelle, c'est pas tellement de cela dont on doit se réclamer, mais c'est plutôt de dire la lutte contre l'antisémitisme doit empêcher que des partis politiques qui veulent l'instrumentaliser de manière malsaine continuent de le faire. Je pense que ce soit du côté de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, l'un comme l'autre tente, différemment d'ailleurs, parfois de se poser comme étant des véritables combattants
contre l'antisémitisme, alors qu'ils ne le font que l'utiliser pour atteindre une certaine respectabilité. Aline? Je souscris, il n'y a pas grand-chose à ajouter sur ce point. Alors, à retenir aussi, pour moi, dans le discours du président du CRIF, un passage sur l'Ukraine, où il dit, je résume, hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas mot à mot, mais il dit en gros qu'il faut laisser de côté les débats sur l'attitude des Ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale pour affirmer une totale solidarité avec le combat de l'Ukraine face à l'agression russe. Il a raison, Aline Lebay-Kramer? Oui, parce qu'il a ajouté, il a ajouté la question de la liberté et de la lutte contre le totalitarisme. Donc, il a raison et il a dit presque mot à mot, j'ai bien retenu, il y aura des débats sûrement légitimes plus tard, après. En attendant, la lutte principale, elle est pour la liberté et contre le totalitarisme. Et c'est, je pense, exactement ce qui doit guider les citoyens européens en ce moment. L'Ukraine a son histoire, mais il y a des débats, il y en aura, et il y a un travail de mémoire qui est en train de s'enclencher de façon encore plus massive depuis 2019, c'est-à-dire depuis l'élection en tant que président de Volodymyr Zelensky, qui accessoirement sur le sujet est juif, donc ce qui est pas rien, et qui a été élu à 73%, ce qui est massif. Il a été quand même mieux élu que le président israélien finalement. Donc il y a ça qui se joue, il y a quelque chose d'extraordinaire sur le sujet qui se joue en Ukraine, et on pourra voir... Le président israélien n'est pas élu. Certes, mais en tout cas il n'y a pas eu l'équivalent de 73% le soutenant, me semble-t-il. On a dû s'y reprendre à plusieurs reprises pour dégager, le président, le Premier ministre. Excusez-moi. Ah oui, d'accord. Excusez-moi, oui, okay. de leader. Bien sûr. Pardon. Je parlais de l'exécutif, du chef de l'exécutif. Donc, peu importe. Et je pense que, en tout cas, il faut se rendre compte à quel point, sur les sujets qui concernent le judaïsme, la mémoire, le travail de mémoire, ce qui est en train de se passer en Ukraine et les deux directions que prennent aussi l'agresseur et l'agressé sur ce contexte. Parce que rappelons quand même, parce que ça aussi s'est passé un peu en dessous des radars pour certains, que l'ex qui a pris la route de l'exil, l'ancien grand rabbin de Moscou, a appelé les Juifs à évacuer, à s'en aller tout de suite, parce que, et il a raison, parce que quelques-uns à le dire depuis plusieurs mois, la Russie, on risque d'assister de façon très très violente à un effondrement institutionnel, ou en tout cas une lutte violente de pouvoir, comme il y en a, on va dire, au cours de l'histoire, comme on a pu en constater dans l'histoire de la Russie, et que politiquement, il y aura une recherche de boucs émissaires, et qu'il y a quand même de fortes chances que ça retombe sur les Juifs. Ça s'est déjà vu dans l'histoire de la Russie. Il a appelé ses concitoyens juifs russes à s'en aller le plus rapidement possible. Pas sur une question de sécurité, sur des questions de mobilisation ou de ce qui entoure, on va dire techniquement, militairement, la guerre que mène Poutine à l'Ukraine, mais sur la question des retombées antisémites de tout ça dans la société. Donc c'est important. Ce qui se joue en Ukraine, en revanche, c'est le devoir de mémoire, c'est un travail de mémoire, c'est tout ce chemin-là qui est lumineux, parce que l'histoire des Ukrainiens était quand même recouverte d'une chape de plomb pour les Ukrainiens eux-mêmes autour de ce qui s'était passé, pendant la Shoah par balle, sur les questions de... Oui, il y a eu des collabos ukrainiens, mais c'est aussi un des pays où il y a eu le plus de justes. Donc c'est une histoire aussi qu'il va falloir travailler, mais les Ukrainiens s'en sont saisis, et c'est aussi un des sujets du Maïdan en 2014. Il y a ça aussi que je joue. Donc c'est voilà, et c'est fondamental pour les valeurs, parce que je rappelle que l'Europe, c'est aussi un positionnement historique vis-à-vis de ce qui s'est passé pendant la Shoah. C'est ça aussi, les valeurs de l'Europe, c'est-à-dire le plus jamais ça. Donc ce qui est en train de se jouer aussi pour les Ukrainiens, le chemin européen sur lequel ils ont choisi démocratiquement de s'engager, c'est tout ça qui va avec. Et
le chemin le plus sombre possible qui puisse nous être proposé, il est plutôt du côté du Kremlin à ce moment-là de l'histoire de la Russie. Jonathan Ayoun. Oui, moi ce qui m'avait marqué, parce que j'entends le discours de du grand rabbin de Moscou qui demande d'évacuer. Moi, ce qui m'avait marqué il y a 4 ans, c'est lorsque Vladimir Poutine avait réenclenché une enquête visant à vérifier si l'assassinat du tsar n'était pas un crime rituel. Sans dire le mot juif, bien évidemment, mais tout le monde entendait bien derrière qu'il venait réactiver l'accusation des Juifs d'être les assassins du tsar en lançant cette enquête. Parce que quand on dit crime rituel, dans l'histoire de la Russie, on sait bien... Voilà. En tout cas, dans l'histoire de la Russie, encore moins. Et donc, il y a quelque chose dans la société russe aujourd'hui, dans la manière dont les préjugés, les accusations antisémites sont réactualisées, réactivées, qu'ils devraient être interrogés de manière beaucoup plus conséquente que dans la société ukrainienne, où je pense qu'il y a encore un antisémitisme vivace, c'est certain, mais il n'est pas mesurable et en tout cas il n'est pas porté par les pouvoirs publics, puisque c'est vrai qu'un des éléments les plus marquants pour prendre le pouls de l'antisémitisme en Ukraine, c'est de voir si un candidat demain se présente à l'élection présidentielle en assumant et en s'affichant comme juif, est-ce qu'il est élu ? C'est déjà eu lieu. Donc c'est aussi un élément assez concret qui a été donné. Après l'histoire de l'Ukraine et des juifs est une histoire magnifique, sublime et tragique et terrible, comme c'est le cas souvent lorsque les juifs ont été très présents, très vivants, très intellectuellement riche et spirituellement merveilleux dans un pays d'Europe de l'Est de l'Europe. C'est le cas de l'Ukraine, peut-être même plus encore que beaucoup d'autres. Donc voilà, et ça c'est quelque chose à travailler, mais ça c'est l'histoire, en effet c'est le passé, et c'est un travail de mémoire qui est différent du combat contre l'antisémitisme actuel. Et là encore, on disait avant que en France il fallait éviter de se laisser berner par les partis politiques qui utilisent l'antisémitisme pour pouvoir atteindre une certaine respectabilité. Je ne dis pas que c'est à mettre en comparaison, mais il y a quelque chose dans la démarche de Vladimir Poutine, dans l'utilisation de l'accusation d'antisémitisme vis-à-vis des Ukrainiens, qui est quelque chose propre à l'histoire russe, qui est quelque chose propre à la manière dont ce mot néo-nazi ou nazi a comme signification, comme sémiotiquement parlant, mais il y a aussi quelque chose d'atteindre une certaine respectabilité de sa part sur un sujet qui normalement est sans débat, sans polémique en Europe. Alors, n'oubliez pas qu'à la fin de l'émission, je vous demanderai votre coup de cœur ou votre coup de griffe de la semaine. Moi, j'ai déjà donné le mien, c'est le film Hezbollah, produit par Marc Berdugo. Très, très intéressant. Mais il y a aussi quelque chose sur lequel je voudrais avoir votre jugement, c'est... il y a eu un problème avec la mairie de Barcelone qui a décidé de stopper le jumelage avec Tel Aviv. C'est dénoncé d'ailleurs par Manuel Valls en France. Et c'est dénoncé aussi dans la campagne des municipales à Barcelone par des candidats à la mairie qui veulent se démarquer totalement de cette dénonciation du jumelage. Et à Toulouse aussi, il y a une réunion d'Amnesty International qui parlait d'apartheid et qui a eu lieu, qui se tenait dans une mairie dans une salle, je vais y arriver, de la municipalité de Toulouse. Qu'est-ce que vous pensez des deux choses ? Qui veut la parole ? Moi, déjà sur Barcelone, je suis assez surpris. Et je comprends que Manuel Valls ait réagi. Il y a quelque chose dans ces jumelages-là qui sont annulés, qui donne un signe extrêmement inquiétant. Et alors je ne sais pas quels sont les arguments qui sont mis en avant, mais ça sent jamais bon quand on annule un jumelage avec une ville israélienne. On en connaît dans l'histoire. Voilà, je pense que, par contre, si c'est pour des raisons politiques, comme ça a pu être donné, comme par exemple, ça s'est fait dans l'autre sens, la ville de Nice. Lorsque Pera est arrivé au pouvoir, un maire d'extrême, qui venait de l'extrême droite, qui en était sorti, mais qui venait de l'extrême droite. La ville de Netanya s'est posé la question de rompre ou pas son jumelage. Ils l'ont rompu pendant un temps provisoire. Donc, la question se pose, mais là, elle se pose à la fois trop tôt
Et quand on parle d'Israël et d'une ville israélienne, on sait très bien que ce n'est pas simplement pour lutter contre la possibilité que l'extrême droite prenne de plus en plus de place en Israël, ou pour lutter contre la démocratie libérale. Il y a quelque chose peut-être d'autre, ou alors sinon il faut être très clair dans les arguments. Aline? Je trouve que on est dans l'ordre du passage à l'acte assez violent en réalité, d'annoncer, comme tu le dis, c'est la rupture d'un jumelage avec une ville israélienne, c'est jamais bon. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui doit alerter. J'imagine que les organisations juives dans le coin ont dû s'en saisir et doivent travailler le sujet, et à raison, parce que effectivement il y a quelque chose, oui, encore une fois, de l'ordre du passage à l'acte violent. Qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce qui veut dire? L'enquête le dira. Voilà. Quelle est la ville déjà? Nous demandons que toute la lumière soit faite sur l'enquête, mais a priori, il y aurait quand même quelque chose de l'ordre qui ne va pas à l'endroit de l'antisémitisme du côté de Barcelone en ce moment. Alors, on a un peu de temps, donc vous avez le temps de faire 2-3 phrases sur votre coup de cœur ou votre coup de griffe de la semaine. Vous voulez commencer, Aline? Coup de cœur, le 24 février de cette année, c'est on va dire une commémoration de l'année de la guerre à grande échelle qui a commencé en Ukraine. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette semaine autour de la question du 24 février. Donc il y aura une commémoration le 24 au soir, place de la République, organisée par Nos Soins. Il y a une très belle expo au Grand Palais Immersif au cœur de la résistance ukrainienne, magnifique, avec des très belles choses d'artistes ukrainiens sur tout ce qui s'est passé depuis un an. Il s'en est passé des choses. Et évidemment, j'ai envie de saluer la sortie le 22 février de film de Bernard-Henri Lévy qui s'appelle Slava Ukraini. Je rappelle que Slava Ukraini, ça veut dire gloire à l'Ukraine. Donc cette semaine qui s'annonce, on le recevra d'ailleurs il y a dimanche beaucoup de prochain choses et je rappelle que pour les Ukrainiens, y compris ceux qui sont ici, les réfugiés ici, ça sera un moment très douloureux, très douloureux. La vie est assez douloureuse d'une manière générale pour eux depuis un an, et ce moment va être difficile, et donc avec Stand With Ukraine, on sera comme d'habitude à leur côté pour passer ce moment-là. Jonathan Ayoun. Pour rester dans la thématique de l'Ukraine et dans la thématique des films, puisqu'on parlait du beau documentaire de Bernard-Henri Lévy, il y a un autre documentaire qui lui ne sortira pas au cinéma mais sera à la télévision lundi prochain sur France 5, qui viendra suivre le documentaire sur le Hezbollah qui était diffusé la semaine dernière, donc dans la même case horaire du dimanche soir, ce dimanche soir, sur la famine en Ukraine, sur les moissons, ça s'appelle Moissons sanglantes, sur Holodomor, réalisé par Guillaume Ribot. Et donc là, on parle, voilà comment on peut faire des documentaires à la fois sur l'actuel et d'autres sur le passé. Il est remarquablement fait parce que il y avait peu d'images, de photographies de cet événement-là, qui est un des événements les plus traumatiques de l'histoire de l'Ukraine. 4,5 le chiffre, c'est 4,5 millions voilà, rien qu'en Ukraine. Rien qu'en Ukraine. Et il arrive avec ces 7 photos, grâce à l'usage de fiction soviétique détournée, à faire un très très beau film et à rendre hommage à ceux qui ont, à ce photographe qui a permis aujourd'hui qu'on ait des images de ce moment traumatique de l'histoire de l'Ukraine. Merci à tous les deux. C'était le 4 quarts politique de la semaine, magazine hebdomadaire sur Radio J, avec aujourd'hui Yehuda Lancry, Jonathan Ayoun et Aline Lebaille-Crémer. Bon dimanche à tous.